Et après, oui, le sens de l'histoire, il est que à un moment, on aura une équipe informatique chez Fermob. À un moment, il y aura quelqu'un qui aura le titre de responsable informatique, ou de CIO, ou de, on verra. Mais on le fera, d'une certaine manière, on le fera au moment où on sera prêt. Et si tu veux, la question, elle est pas taboue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit c'est un parti pris, on est fier de le revendiquer. Pour autant, tous les étés, quand on fait notre petit séminaire de direction, on repose la question sur la table. Et on se dit, tiens, on n'a pas de directeur informatique, est-ce que c'est une bonne idée? Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersas Allianz Le Mans, j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ries et je suis le CEO d'Ersas, une solution SaaS simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça dépote. Bonne écoute. Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir interviewer Benjamin Valentin qui est le directeur de la transformation de Fermob et dans le cadre du coup de la saison où on s'attaque au pivot de la transformation porté par les équipes des SI Transfo et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Écoute, bonjour Benjamin, enchanté, je suis trop content que tu sois là, surtout que t'as plein de choses à raconter. Bah écoute, ouais, bonjour, et puis merci pour l'invitation, très content de participer au podcast. Trop cool. Du coup, Benjamin, avant de commencer, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Fermob, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. En plus, l'histoire est assez intéressante et un petit peu la perspective de la société, puisque voilà, elle a une grosse dynamique et ça peut expliquer beaucoup de choses pour après. Ok, et ben donc Fermob, nous notre métier c'est d'être fabricant de mobilier d'extérieur. Donc notre savoir-faire ancestral c'est autour du travail du métal, hein, de l'acier et l'aluminium. Donc historiquement la société elle est née il y a plus de 120 ans, c'était le maréchal ferrant du village de Toisset dans l'Ain. Et puis bon, il y a eu différentes évolutions. Je vais pas vous retracer toute l'histoire, mais je dirais que la version moderne de Fermob, elle commence il y a un peu plus de 30 ans, en 1989, quand Monsieur Rébier rachète la société, qui était un peu moribonde, puisque en 89, le mobilier d'extérieur, c'était des tables, des chaises en plastique vert, blanc, noir qu'on achetait au supermarché. Donc le mobilier en acier lourd, qui chauffe, qui rouille, était pas très tendance. Il rachète l'entreprise, il y avait une douzaine de collaborateurs avec voilà une envie d'en faire une entreprise internationale, une entreprise innovante et une entreprise vraiment très axée sur le design et la qualité des produits. Et puis, 30 ans plus tard, c'est une histoire de croissance ininterrompue, hein. On est sur des croissances de 10 à 15% tous les ans depuis 1989. Donc, on est devenu un groupe, puisqu'on a racheté aussi quelques marques, Vlaminck, Rodet. Donc, fabricant français de mobilier d'extérieur, avec 3 usines de fabrication sur le territoire français, en région Rhône-Alpes. Et on fait à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et on doit regrouper 400 collaborateurs et je pourrais presque en rajouter 150 de plus si je rajoute tous les intérimaires qui viennent nous renforcer dans les périodes de haute saison. Ok. Et du coup, là, la perspective de croissance, elle est européenne. Comment ça se profile là, le futur? Eh ben, en fait, le parti pris du départ, qui était de dire on va en faire, Fermob va être une entreprise internationale, il a été très vite respecté puisqu'on est sur un ratio de 50% de chiffre d'affaires à l'international. Nos deux plus gros marchés sont l'Allemagne et les États-Unis. Après, voilà, on est très présent en Europe puisqu'il y a quand même une grosse culture de l'aménagement de l'extérieur. Puis après, présent en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient. On s'est fixé un peu un objectif aussi qui est d'être présent sur des lieux emblématiques. Donc on va retrouver des chaises Fermob aussi bien dans des jardins parisiens que à Times Square ou Bryant Park à New York ou à la cité interdite à Pékin.
Voilà, donc vous pouvez en trouver aussi sur des espaces publics au Japon. Voilà, donc Fairmob est vraiment présent dans le monde entier. Ok. Et dans le cadre donc du coup de cette expansion bon, internationale, plus industrie, etc. Ben, du coup, l'IT a été de plus en plus présente, j'imagine, et puis historiquement, ben, ça est venu petit à petit. Et donc, du coup, toi, tu es, responsable et directeur de la transfo. Et tu m'as dit que, et c'était super intéressant, tu m'as dit que vous avez un gros parti pris, c'est que tu as été un peu provocateur. Tu me dis, moi, je suis intéressé pour passer dans le podcast CIO Révolution, mais nous, on n'a pas de DSI chez Vermont. Et donc, du coup, et du coup, c'est super intéressant. Et du coup, ok, t'es l'antithèse de y a pas de DSI, explique-nous. Alors, effectivement, une des particularités qui surprend souvent chez Fairmob, c'est que oui, il y a pas de directeur des systèmes d'information. En revanche, il y a un directeur de la transformation au comité de direction, dont beaucoup de gens savent pas trop ce qu'il fait. La réponse à tout ça, elle tient en deux choses, c'est-à-dire que moi, mon poste, donc, il a été créé il y a un peu plus de 5 ans, justement pour répondre aux défis de la croissance, parce que on s'est rendu compte que bah bon, pendant des années, nous, on est une entreprise industrielle, donc faire de la croissance, ça voulait dire fabriquer plus, donc augmenter des capacités industrielles. Voilà, c'est des choses. Je vais pas dire que c'est facile, mais il y a un côté un peu linéaire et on connaît la recette. On rajoute des machines, on rachète des usines. Bon, voilà. En revanche, pour tout le reste de l'entreprise, pendant longtemps, la réponse c'était juste de dire bon bah il y a plus de travail, on met plus de gens. Donc on n'a pas. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, le système d'information de l'entreprise c'était un ERP, un site internet, une messagerie et puis quelques outils, les outils du bureau d'études pour concevoir des produits. Et pas forcément de lien d'architecture entre toutes ces choses-là. En revanche, le gros point fort, c'est que le RP, il fonctionnait très bien, il était à jour dans sa dernière version, voilà, donc on était très propre. Le RP, il était géré par le directeur industriel. Et puis on s'est dit, bah maintenant il nous faut un directeur de la transformation parce que en fait il faut accompagner la croissance et donc il faut quelqu'un qui mène les grands projets transverses de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de continuer de faire de la croissance, pour que aussi l'entreprise améliore sa productivité et donc que la croissance elle soit rentable. Et puis il y avait aussi une dimension, j'ai envie de dire, accompagnement, bien-être, sérénité du collaborateur, parce que en fait, la croissance, quand on est à l'extérieur, on trouve ça super cool et tout le monde me dit ah bravo, vous faites plein de croissance. Les collaborateurs qui prennent 10% de plus de produits à sortir, de commandes à traiter, de factures à envoyer, si on leur donne pas les outils, la croissance c'est pas forcément un truc très réjouissant au quotidien. Donc voilà, la mission de la transformation au départ, c'était d'apporter tout ça. Donc forcément, après, on va pas se mentir, dans allez, 80% des projets que je mène, il y a une dimension outil. Il y a des nouveaux outils technologiques qui arrivent. Bon, bah voilà, quand on dit qu'on va faire du CRM, on fait pas du CRM avec des papiers et des crayons. On met en place de nouvelles applications. Quand on veut changer la manière de travailler du marketing, bah, on crée un référentiel produit. Donc, on va mettre en place un PIM, on va automatiser un certain nombre de process informatiques. Donc, on développe quand même on développe le système d'information. Et donc, nous, on s'est dit, bah, on va faire ça, mais on va continuer à ne pas avoir de direction des systèmes d'information, parce qu'on estime que c'est pas notre cœur de métier et qu'on a des partenaires très bien pour faire ça. En revanche, l'informatique est gérée par un comité qui s'appelle le COMINF, comme comité informatique, qui regroupe le directeur industriel, moi pour la transformation, la responsable de l'équipe digitale, donc qui gère tout ce qui est site e-commerce, réseaux sociaux, campagne digitale, le responsable du bureau d'études, et puis aussi une personne côté contrôle de gestion finance, puisque eux aussi sont utilisateurs d'une partie de l'ERP. Et en fait, avec ces 5 personnes, on a, je dirais, les 5 grands utilisateurs, et à nous 5, on prend de manière collégiale toutes les décisions stratégiques sur l'orientation de l'entreprise. Et pour te donner un exemple, hier, on a fait un comité informatique, et à l'ordre du jour, il y avait euh, la montée de version de l'ERP qu'on doit traiter l'année prochaine, et la mise en place d'un système type ETL, API Management, pour simplifier notre architecture informatique. Donc on est capable à nous 5 de parler d'informatique, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, du coup, j'ai plein de questions forcément juste sur ce point-là, mais je vais essayer de les faire une par une pour pas, pour pas faire une longue série de questions monologues. Premier point, il doit y avoir quand même quelqu'un qui a la compétence architecturale des choses. Tu parles de tel là.
C'est des compétences qui peuvent être techniques et niveau technique important. Du coup, toi, tu l'as par ton passé ou tu prends quelqu'un qui l'a en mode externe. Comment en fait, sans être forcément dans le pouvoir, tu vois, on fait pas, mais en mode à un moment donné, il y a aussi des problématiques architecturales qui peuvent impliquer les choix de ces solutions-là ou des priorisations. Qui c'est qui a cette compétence-là et quel est son rapport dans ce comité? Alors, moi j'en ai une partie, mais je dirais plus, on va dire à un niveau vision structuration, c'est-à-dire que effectivement, moi, avant de travailler chez Fermob, j'ai évolué pendant 13 ans dans le groupe Capgemini. J'ai été consultant sur d'abord ce qu'on appelait du management des systèmes d'information, et puis après on l'a repeint en transformation en transformation digitale. Mais dans des grosses organisations, des plus petites, voilà. Donc j'ai travaillé sur ces problèmes d'architecture. En plus, bah, comme j'étais consultant dans un groupe d'informatique, j'ai travaillé avec des architectes. Donc, je dirais que j'ai le socle de base. Donc, moi, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le fait de dire, on est en train de construire un système d'information. On a un ERP qui est un peu le cœur du réacteur, donc on est en train de lui coller plein d'interfaces de partout. Donc, à un moment, il va falloir structurer ça, parce que sinon, ça va devenir impossible à maintenir, à gérer et beaucoup trop complexe. Et puis, bon, les interfaces point à point, c'est sympa, mais quand on commence à avoir des besoins d'échange de données synchrones et tout. Mais au départ, on n'avait pas cette maturité-là, on n'avait pas ces besoins-là. Maintenant, on les a. Donc moi, je suis un peu le déclencheur. Je dis, OK, il faut qu'on se penche sur cette question. Et derrière, on s'appuie bah, sur des partenaires, on échange avec des éditeurs. Là, en l'occurrence, on a aussi un freelance avec qui on travaille qui a un très haut niveau de compétences sur la partie archi. Et avec ces compétences autour de nous, bah, on arrive à étayer un dossier qui permet une prise de décision en comité informatique. Et ce sujet-là, typiquement, je l'ai présenté il y a 15 jours également en comité de direction. Donc on peut aussi vulgariser et faire de la pédagogie sur des sujets dits complexes. Et du coup, les personnes du comité donc informatique qui sont en fait final les principaux clients ou demandeurs de tech en interne, du coup, eux aussi, ça les a forcés à monter en puissance dans leur compréhension des enjeux tech. Ouais. En fait, eux, historiquement, tu vois, c'est un peu effectivement on va dire les experts tech, mais de leur métier. Donc, ils vont bien connaître les besoins informatiques industriels ou tout ce qu'on va faire dans de la conception de produits 3D, voilà, pour le bureau d'études, hop, le digital. Mais souvent, il manque de connaissances sur bah, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de mon voisin et aussi de connaissances sur comment est-ce que tout ça doit fonctionner ensemble. Donc moi, j'apporte aussi cette brique-là, qui est un peu la vue globale du système d'information et de dire, voilà, attention, on a tel et tel besoin CRM, bah, peut-être que ça va venir tirer sur le référentiel produit et en fait, le référentiel produit, il a aussi une partie de son alimentation qui vient du bureau d'études. Donc moi, je suis quand même celui qui voit la chaîne un peu de bout en bout. Ok, ouais, non mais très clair. Et donc du coup, vision collégiale, enfin comité, groupe collégial sur les choix IT, etc. Est-ce que du coup, les équipes support, par exemple, du helpdesk, somme toute classique, hein, un nouvel ordinateur ou ce genre de choses, est-ce que du coup tu l'as externalisé pour pas l'avoir dans la tienne d'équipe parce que bah, du coup c'est pas ton job ou ça pourrait ne pas être ton job, ou est-ce que tu l'as en interne parce que c'était historique? Et idem sur la question, on va dire, de la gestion plutôt super waterfall, support, des petites améliorations continues. Qui c'est qui le gère? Parce que tu vois, c'est un peu pas transfo, mais en même temps c'est IT, mais des fois ça l'est pas trop. Enfin, c'est pas évident. Bah, alors voilà, après là, tu touches effectivement dans notre modèle, toutes ces choses-là, elles ne rentrent pas dans des cases. Donc ça amène de temps en temps à se poser des questions sur des sujets qui, dans une organisation, on va dire, plus classique, ça serait très facile de répondre, de savoir et de savoir pour le kiffer quoi. Donc si je prends par exemple tout ce qui est support au poste de travail, on s'appuyait sur de la prestation externe. On voit que maintenant, avec presque 400 utilisateurs, c'est un peu limité en réactivité. Donc, il y a quelques mois, on a embauché quelqu'un qui gère ça en local et qui, du coup, est la porte d'entrée vers le prestataire. Et donc, je dirais, il assure tout le niveau 1. Et puis après, derrière, il pilote aussi le prestataire pour intervenir sur tous les sujets de rang 2. Et sur l'applicatif, Et lui, juste lui, il est dans quelle équipe, hein?
Il est dans ton équipe ou dans l'équipe, par exemple, gestion des opérations ou RH, enfin, je sais pas, tu vois. Alors pour l'instant, Alors on s'est posé la question. Au début, on se disait qu'on le mettrait peut-être dans l'équipe transformation, et puis en fait, on l'a mis plutôt. Il est rattaché au directeur industriel. Ça, c'est pour le côté hiérarchique, parce que quand il est arrivé, on menait aussi un grand chantier de refonte de la téléphonie, qui a été mené un peu conjointement par mon équipe sur les aspects fonctionnels, et puis les équipes maintenance qui sont côté industriel. Et donc on l'a stratégiquement, on l'a mis aussi plutôt côté industriel, pour qu'ils prennent le relais sur cette partie-là. Mais voilà, et puis parce que en fait, pour le coup, sur les aspects très liés au poste de travail, infrastructure et tout, historiquement, c'est plutôt le directeur industriel qui a construit cette partie-là. Donc le transfert de compétences, il est plus du directeur industriel vers cette personne que de mon équipe vers cette personne. Euh, voilà. En revanche, si on prend ouais, tu vois, typiquement sur de l'applicatif. Donc nous, moi j'ai dans mon équipe transformation, j'ai plutôt des profils chefs de projet, donc des gens qui sont là pour conduire des projets. Donc c'est très bien pendant les 2-3 premières années. Puis une fois que tu as conduit les projets et puis que les applicatifs, ils passent en phase run, tu as la charge de support. Et donc effectivement, je me suis retrouvé au bout d'un moment avec des chefs de projet qui passaient 50 ou 60% de leur temps à faire du support. Donc ça, c'est plus possible. Mais parce que là, tu es plus orienté produit, du coup, après. Ouais, tout à fait. Je suis orienté, voilà, je vais avoir, typiquement quand on a fait, hop, le chef de projet qui a piloté tout le déploiement du CRM avec Salesforce. Au bout d'un moment, il est devenu le point d'entrée support de Salesforce pour toutes les demandes d'évolution et tout ça. Donc même si derrière on a un intégrateur avec un contrat de TMA et tout ça, cette personne-là, finalement, elle se retrouvait à passer plus de la moitié de son temps sur des choses qui ne relevaient pas du projet. Donc là, on a embauché en fait un profil admin Salesforce qui gère ça. Et puis on a à peu près, et on a deux profils équivalents sur la partie ERP, pour que justement voilà, cette partie de support soit gérée. Donc support et tout ce qui est petites évolutions. Derrière, on a des intégrateurs avec des contrats de TMA. Et puis, les chefs de projet peuvent continuer à être plus focus sur les grands besoins métiers pour faire évoluer le système d'information. Ok. Et du coup, donc en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire toutes les fonctions ou rôles ou équipes qui classiquement étaient dans l'équipe DSI, enfin dans les entreprises classiquement dans l'équipe DSI, mais qui sont pas liées à la transformation de l'entreprise, ben en fait, vous posez à chaque fois la question, qui c'est qui prend cette responsabilité par rapport à un historique, une affinité, etc. Et donc du coup, ben, là, il y a pas de, comment dire, de ligne droite, quoi. Ça peut être des fois le directeur de l'industrie, des fois ça peut être la RH, etc. Ok. Et par contre, sur tout ce qui va être transformatif réel de l'entreprise, là, toi, tu prends ce scope-là et c'est ta mission, quoi. Mais du coup, toi, t'es pas pollué, si on peut appeler ça comme ça, par un opérationnel continu qui peut être quand même exigeant aussi. Et du coup, cette charge un peu de gestion du run en continu sur les choses, somme toute, support, etc., qui peuvent être aussi chronophages que, mais aussi simples, hein, t'es pas pollué par là-dessus, c'est réparti, on va dire, dans les équipes. Ouais, en fait, je voudrais pas non plus dire que je me préoccupe pas du run. Bien, voilà. Non, non, mais bien au contraire, c'est presque ma première préoccupation, hein, parce que c'est bien de faire des projets, mais il faut quand même avant tout que les gens ils puissent bosser au quotidien. Donc je suis très réaliste là-dessus. Mais effectivement, comme tu dis sur le run, on est assez pragmatique et on va aller donner les responsabilités à la meilleure ressource où qu'elle soit dans l'organisation. Après, tu vois, on n'est pas une grosse boîte et on a envie de garder un peu cette agilité et ce pragmatisme. Et effectivement, la valeur de l'équipe transformation, elle est sur la capacité à mener des projets. Parce que à un moment, si on a créé cette équipe-là, c'est pas parce que Benjamin Balatin ou certains de ces chefs de projet, ils sont plus intelligents pour mettre en place un PIM, un CRM, ou j'en sais rien, ou même un site de recrutement. On n'est pas plus intelligent que le marketing, le commerce ou les RH. En revanche, ces gens-là, ils ont un boulot opérationnel. Si je leur donne ce projet-là, ils vont y consacrer 5% de leur temps. C'est pas suffisant. Ça permet pas de mener le projet dans de bonnes conditions et avec le bon timing. La première qualité de l'équipe transformation, c'est que quand elle se met sur un projet, elle est à 100% sur ce projet.
Donc, tu as une capacité d'exécution, d'embarquement, d'accompagnement des métiers et tout qui est forte. Et ça, c'est notre vocation. Donc, il faut pas effectivement il faut pas que enfin voilà, mes chefs de projet, s'ils font plus de 20% de support, moi j'ai un problème, j'ai une alerte quoi. Et aujourd'hui, donc du coup, transformation, ok, c'est important. Il y a une prise de conscience depuis, on va dire historique globalement, qu'il faut se transformer en continu, etc. Mais du coup, au niveau financier, on est dans l'industrie, tu l'as dit, hein, on gagne plus d'argent en mettant plus de moyens industriels à la base, et du coup, c'est un peu linéaire, et donc du coup, on produit plus. La techno, ça fonctionne pas pareil. C'est pas tout à fait le même registre. Enfin, des fois, enfin, souvent, ça l'est pas. Est-ce que du coup, tu vois un enjeu sur ben, l'explication ou trouver des nouveaux repères pour vous financiers, en fait, sur la façon un peu de trouver des repères pour savoir si oui, on peut se le permettre, à quel niveau de risque on se met si on fait ce type d'investissement, comment tu vois la chose en tant, ben, voilà, tu es responsable de la transfo, ça touche directement en fait ta capacité aussi à projeter l'entreprise dans une évolution, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Eh ben, écoute, je pense que ça s'est joué à deux moments. Déjà, il y a le début de l'histoire. Moi, j'ai vu dans mon précédent job, j'ai accompagné des chief transformation, des chief digital, des mecs qui étaient brillants, embauchés par des belles organisations et tout. Ils ont embauché ces personnes-là, voilà, gros background, beau poste, beau salaire et tout, zéro moyen d'exécution. Personne dans leur équipe, pas de budget dédié. Donc après, ça veut dire, je vais voir des métiers et il faut que je les convainque de consacrer des ressources, machin, et puis après, il faut que j'aille demander à la DSI d'exécuter et tout. Et finalement, la plupart du temps, ces histoires-là, elles se terminent au bout de 18 mois, on dit, bon, machin, il est brillant, hein, mais il n'y a pas trop de résultats, quoi. Donc ça, moi, je l'ai vu, et donc quand je suis arrivé chez Fairmob, j'ai été très clair, j'ai dit, écoutez, super, mais embaucher Benjamin Valentin, c'est la première pierre, c'est le début de l'histoire. Donc si vous voulez pas que donc moi je suis un ancien consultant, donc pendant 3 à 6 mois, je peux vous faire rêver, faire un diag de fou, vous faire une roadmap incroyable qui va vous mettre des étoiles plein les yeux. Puis après, on va rentrer dans le dur. Il va falloir exécuter des projets. Et pour exécuter des projets, bah, il faut du cash et il faut des people. Donc, moi, je vais devoir staffer mon équipe et je vais devoir mobiliser des budgets. Et ça sera beaucoup plus facile enfin, ça sera pas facile, ça sera efficace si en fait le budget, c'est moi qui le porte, je finance les projets. Et donc, vis-à-vis d'un métier, je viens le voir, je dis, c'est quoi ta problématique? On identifie les solutions ensemble, et 9 fois sur 10, les solutions, ils les connaissent, hein, parce que il y a pas de, c'est quand même plutôt des bons professionnels, ils savent quels sont leurs problèmes et comment les résoudre. Mais on se met d'accord là-dessus. Et derrière, bah, je finance, donc on n'est pas à mégoter et à se prendre la tête et voilà. Et donc je suis pas à discuter avec un directeur commercial de est-ce que tu embauches une personne de plus pour la zone PACA ou est-ce que tu investis dans telle ou telle solution. Ouais, mais toi, comment tu vends dans la direction, comment tu as réussi à vendre dans la direction générale qui est plutôt habituée au profit, aux investissements industriels, donc plutôt des CAPEX, si je ne dis pas de bêtises, hein, un OPEX qui va ne faire que grossir. Alors en fait, oui, c'est pas sexy, mais je dirais, moi ce que j'ai dit, c'est que je voulais que mes projets soient regardés en comité de direction comme les autres investissements. C'est-à-dire que pareil, le jour où moi j'étais en discussion avec mon intégrateur et puis les gens je sais pas, de Salesforce et dire voilà, on a fait un dossier et tout, je leur dis attention les gars, moi je vais aller dans un comité. Ça va pas être est-ce qu'on fait ce projet informatique plutôt que cet autre projet informatique. Non, moi on va me dire est-ce que on investit dans un CRM? Est-ce que on investit dans des people pour renforcer les équipes de relations clients ou est-ce qu'on investit dans des robots de soudure pour, euh, pour sortir plus de chaises et voilà. Et donc, on va être les dossiers, ils vont être regardés comme ça. Après, effectivement, la nature financière est pas la même, le retour sur investissement est pas les mêmes, les gains promis ne sont pas les mêmes, mais à un moment, ça permet effectivement de tout mettre sur le même pied.
Hier, quand je disais, on a discuté justement de montée de version CRM, ETL et tout ça, on est sur des budgets, voilà, enfin c'est des projets qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. À juste titre, il y a quelqu'un qui a dit ah ouais, ça fait quand même l'équivalent de trois robots pour faire du meulage ou voilà. Et tant mieux, ça nous permet nous de rester dans une logique, je dirais l'informatique ou la technologie, c'est un des éléments, c'est un des assets de l'entreprise. Et donc il y a des moments où il faut qu'on investisse dessus, mais c'est pas un truc perpétuel parce qu'à des moments il faut aussi savoir dire la technologie elle va se mettre un peu en retrait parce que la priorité de l'entreprise ça va être de racheter une nouvelle usine. Ça va être de renouveler une chaîne de peinture. Ça va être d'acheter des robots. Ou ça va être d'embaucher de la force de vente pour aller vendre. Et donc, tous ces choses-là sont, entre guillemets débattus au même niveau. Ok. Et ça, c'est super intéressant parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les projets, on va dire IT, sont dans une enveloppe fixe et donc, du coup, on se les bataille entre eux pour avoir du budget IT. Alors que toi, ce que tu dis, c'est j'ai une équipe pour exécuter un projet, etc. Ton budget à toi d'exécution, on va dire. Et ensuite, après, bah, tu vas aller voir tous ces projets-là en disant, bah, enfin, tu vas voir tous les projets-là et tu montes des dossiers pour dire, OK, ben après, au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on préfère mettre de l'argent dans de la machine, dans du people, dans la solution IT, mais c'est au même niveau. C'est bien ça, hein? Ouais, exactement. OK. Et donc, du coup, une question que je me pose aussi, c'est, je mets un peu les pieds dans le plat, mais j'ai compris à ton point, mais je veux juste être certain d'avoir compris. Je parlais avec un responsable d'investissement qui investit dans des ETI ou grandes PME, et il me disait, bah, nous, quand on investit hein, et que l'entreprise, bah, on investit dans une volonté de transformation, en fait, au final, puisque c'est comme ça on va dégager de l'EBIT. Il dit, bah, tous les projets, la direction générale, on leur demande combien de points d'EBIT ils vont ramener. Et donc, du coup, je trouvais que c'était une vision extrêmement financière de la transformation qui est nécessaire à un moment donné. Mais je lui posais la question, mais comment tu fais, etc. Et bon, c'était un peu machine à gaz en termes de méthodologie, de moyens, d'audit de gestion, etc. Toi, la direction générale, elle évalue en fait les gains, on va dire, qui sont, tu vois, une machine, elle produit plus, ben, c'est facile en fait. Tu te dis, bah, ça, c'est une cadence avec un flux et on sait sortir son ROI clair. Les projets informatiques, plus ou moins, quoi. Donc, Oui, oui, non mais ouais, plus ou moins, et puis souvent avec en plus enfin tu vois, des gains un peu, enfin indirects ou par rebond, tu vois, quand tu dis, je vais mettre en place, je vais mettre en place un ETL. Après tu dis, bah du coup, le gain c'est que les prochains projets je les ferai plus vite, ou ça me coûtera moins cher de développer des interfaces dans le prochain projet, quoi. Donc tu vois, t'es quand même sur t'es quand même sur des trucs de rebond où bon, celui qui a pas envie de te croire, il peut facilement ne pas te croire. Euh, voilà. tu peux aussi avoir des réflexions sur comment ils faisaient avant les gars avant. C'est-à-dire souvent quand toi tu es dans une amélioration aussi d'un processus, bah, tu regardes les gens, tu regardes comment ils travaillent, tu vois qu'ils perdent au taquet de temps, qu'ils pourraient mettre de l'énergie autre part. Mais grosso modo, le gain de temps, souvent, il n'est pas valorisé parce qu'on se dit, ben, les gens, on va pas vendre plus parce qu'ils y travaillent plus sur d'autres choses. Je pousse le truc super loin, mais vu que toi, tu es dans la transfo, tu dois être, enfin, tu pourrais être complètement impacté par ce type de réflexion. Moi, il y a deux choses dans mon contexte. La première, c'est que je suis un peu épargné par le réflexe, voilà, qu'est-ce que ça va faire sur les bits et tout, parce que en fait, Fermob, c'est une entreprise familiale. Donc, mon directeur, enfin, je veux dire, mon directeur général et mon président, enfin voilà, c'est le père, le fils. Euh, d'une certaine manière, enfin, c'est leur boîte, c'est chez eux. Et donc, à un moment, s'ils ont envie de prendre une décision parce que voilà, ils ont la conviction qu'il faut faire ce truc-là et que peut-être il y a plus ou moins un risque sur un point débit ou un point de Rex, puisque nous on regarde plutôt le résultat d'exploitation dans la manière dont on finance, dont on pilote l'entreprise. Parfois, enfin, tu vois, ça peut être leur choix et donc ils sont pas arc-boutés sur la démonstration financière. Après, moi, la manière enfin, dont je me sors aussi des choses, c'est que c'est de bien remettre la responsabilité, de renvoyer la balle chez les gens qui ont la responsabilité in fine, parce que quand on met en place un CRM,
on peut faire le truc, on peut faire des calculs très très savants et tout, mais à un moment, moi, ma responsabilité de directeur de la transformation, c'est quoi? C'est il faut que je sorte le projet dans les temps, que je respecte le budget et le scope fonctionnel. Bon, ok, très bien. Ça c'est mon truc. Donc ok, j'ai donc d'une certaine manière, je vais essayer de pas dépenser un euro de plus que ce à quoi je me suis engagé. Mais après, les vrais gains, on va les faire comment? Alors nous, en plus, nous, on est dans une dynamique de croissance. À un moment, le gain, on va le faire parce que la personne qui est en charge du centre de relations clients, qui embauche 4 personnes tous les ans pour tenir la croissance, bah, l'année prochaine, elle va s'engager à en embaucher qu'une seule. Les équipes commerciales, pareil, elles vont peut-être pas embaucher pareil 4 commerciaux pour faire leur croissance, mais plutôt qu'un seul. Et puis peut-être qu'elles vont se commiter sur une croissance du chiffre d'affaires un petit peu supérieure à ce qui était prévu. Et donc, si eux, ils prennent ces commitments-là en disant, nous, on va respecter ça et pour le respecter, bah, on va utiliser l'outil que tu vas nous fournir et tout. En fait, on a aussi replacé les gains au bon endroit parce que, comme tu dis, finalement, moi, en mettant en place mon système, je dépense de l'argent pour faire le projet et après, je rajoute une charge pour l'entreprise parce que avant, on n'avait pas de CRM, donc ça coûtait 0 par an. Maintenant, on en a un, donc tu rajoutes les licences, la maintenance, le truc. Donc, je viens de rajouter une charge. Alors, c'est pas exactement une charge fixe, mais presque à l'entreprise. En tout cas, j'ai rajouté une charge annuelle. Et si tu veux, moi, mes leviers de directeur de la transformation, ils sont limités à ça. Le, tu crées du résultat, tu crées de la productivité et tout. Si en face, tes métiers prennent les bons commitments, les commitments d'utilisation des solutions que tu leur mets à disposition, et du coup, des commitments aussi de changement de comportement, qui va être de dire j'ai un surcroît, je vois que mon activité va augmenter, j'ai pas mon réflexe traditionnel d'aller chercher 12 intérimaires pour passer le mois de mai parce qu'il y a plein de commandes. C'est je vais aussi faire confiance dans le système qu'on a mis en place. Je vais inciter les clients à passer les commandes par internet et tout pour qu'on ait pu aller saisir manuellement. Enfin, je vais faire tous si eux font ces efforts-là, derrière, oui, on va générer de l'EBIT ou voilà. Après, le reste, c'est de la spreadsheet Excel, hein. Ok. Donc tu es vraiment quand même dans une volonté c'est les gens qui veulent que ces projets aboutissent parce que ça les impacte à eux, de bien que eux définissent bien les gains et que ces gains-là, ben, ils pourront être liés à le fait qu'ils mettent de l'énergie dans l'adoption des solutions qu'ils voulaient, du changement aussi pour des changements de processus et que c'est pas juste shipper la solution et puis c'est réglé, mais c'est eux qui font l'engagement de l'adoption et du gain potentiel, quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est que enfin, la valeur, elle est créée par les utilisateurs. Elle est pas créée par les systèmes. C'est pour ça que moi, quand je fais une expérimentation, un proof of concept sur un outil, même si moi j'ai toutes les convictions du monde que le truc il est super, si l'équipe à qui j'ai mis le truc entre les mains me dit ah non ça me plaît pas, j'ai pas trop envie d'utiliser et tout ça, j'ai aucun état d'âme. Je cut parce que je sais que j'aurais pas de valeur, voilà. Et même pour aller un cran plus loin, il y a des choses. Je sais normalement on en aurait besoin chez Fairmob. En tout cas, il y a des trucs que je vois. Je me dis putain si on avait ça chez Fairmob, ça serait machine de guerre et tout. J'ai pas de porteur métier aujourd'hui dans l'organisation. Donc, bon, bah, je garde ça dans un coin de ma tête et le jour où dans l'organisation, il y aura une personne qui pourra être en charge de ce sujet-là, de le porter, de le faire vivre et de créer de la valeur, et ben à ce moment-là, je mettrai le truc en œuvre. Mais tu vois, je reviens à mon exemple, quand on a mis le CRM, nous on est présent, on vend à des pros, enfin, à des réseaux de distribution, des revendeurs indépendants, de l'hôtellerie-restauration, machin, et on vend aussi des particuliers en direct. Les particuliers à qui on vend aujourd'hui ne sont pas dans le CRM. Pas parce qu'on n'avait pas envie de les mettre, parce que jusqu'à il y a un an, le segment de vente directe aux particuliers, il n'y avait pas de responsable commercial de ce segment-là. Donc j'aurais pu faire un truc super, mais j'avais personne pour l'utiliser. Pour, tu vois, donc tu vas t'embêter, tu vas créer une segmentation, tu vas mobiliser plein de trucs, et derrière, personne ne le fait vivre, personne active cette base client et tout. On a embauché quelqu'un,
Voilà, maintenant on a démarré le projet et la semaine prochaine et la saison prochaine, on aura des choses sympas à faire sur ce domaine-là. Mais si t'as pas de porteur métier, il faut pas faire le projet parce que tu créeras pas la valeur. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que par rapport à ta casquette transfo versus tu aurais été CIO et responsable transfo, enfin tu vois le truc, l'avantage réel, c'est que ça t'a permis de créer une meilleure cohésion avec les autres directions métiers dans, ben, c'est un sujet commun, il faut qu'on se l'accapare. Ça, c'est ce que je compris, c'est ce que tu m'as dit. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages réels à avoir pris ce positionnement-là? En fait, là, je vais te faire une réponse qui est plutôt basée sur mon expérience aussi de consultant et j'ai gardé cette posture-là quand je suis arrivé chez Fairmob. C'est que à un moment, quand tu vas intervenir dans des organisations, il y a savoir ce qui serait dans l'absolu bon pour elles, enfin toutes les bonnes choses qu'elles pourraient faire. Et il y a la réalité de cette organisation, des gens qui la composent et de ce qu'ils sont prêts à faire. Et en fait, moi, il y a deux choses sur lesquelles, quand je suis arrivé chez Fairmob, je me suis dit, tiens, on crée ce poste-là, pourquoi on me donne pas une responsabilité de CIO? Et il y avait aussi, j'ai dit qu'on avait une équipe digitale, donc qui gère le site internet et tout ça, et que cette équipe, elle ne m'est pas rattachée. Et c'était un point un peu en discussion aussi quand on a créé le poste. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'arrivais dans une organisation où pour l'instant ça fonctionnait bien comme ça. Donc j'avais pas la prétention de tout bouleverser. J'ai commencé à faire des projets avec l'équipe digitale, ça se passait très bien alors qu'elle n'était pas sous ma responsabilité. À quoi bon aller me rajouter des people et me battre sur un truc alors que ça fonctionne bien comme ça. Le modèle d'avoir la responsabilité informatique un peu disséminée et en partie portée par des gens dans la partie industrielle, oui, sur certains sujets, parfois tu te dis, mais pourquoi on se prend la tête ou pour changer un PC, on doit passer par le directeur industriel. Enfin, ouais, il y a plein de, tu vois, il y a plein de petits points de friction comme ça où de temps en temps tu te dis, mais c'est un peu fou. Mais en fait, au quotidien, moi je savais aussi que tenir cette partie-là, c'était important et c'était rassurant pour le directeur industriel parce que moi, quand je suis arrivé, j'étais le mec qui débarquait dans une PME et qui venait du grand cabinet de conseil, quoi. Donc en gros, j'étais un espèce d'apprenti sorcier qui allait lancer des trucs et qui allait peut-être faire exploser l'entreprise. Donc c'était important aussi de respecter ça pour gagner la confiance et tout ça. Et après, oui, le sens de l'histoire, il est que à un moment, on aura une équipe informatique chez Fairmob. À un moment, il y aura quelqu'un qui aura le titre de responsable informatique ou de CIO ou de, on verra. Mais on le fera d'une certaine manière, on le fera au moment où on sera prêt. Et si tu veux, la question, elle n'est pas taboue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit c'est un parti pris, on est fier de le revendiquer. Pour autant, tous les étés, quand on fait notre petit séminaire de direction, bah, on repose la question sur la table. Et on se dit, tiens, on n'a pas de directeur informatique, est-ce que c'est une bonne idée? Ouais. Et puis, non, mais tu vois, et on questionne le truc. Et bon, c'est pas le thème de ce podcast, mais je pourrais te faire le même. On n'a pas non plus de DRH, on n'a pas de DRH, Ok. même parti pris. Mais tous les ans, on se met autour de la table et on dit, bah voilà, notre mode de fonctionnement, est-ce que c'est le bon? Et puis un jour, on va dire, bah là, au point où on en est, ouais, faut vraiment que. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vraiment prenne le sujet de bon en comble, quoi. Ouais, mais il faut changer. Mais et voilà. Et si tu veux, l'histoire, elle s'est faite comme ça. Et de la même manière que, alors, j'étais pas là, puis, enfin, j'étais pas dans la discussion puisqu'ils ont dû la voir avant que j'arrive. Mais à un moment, ils ont bien dû se poser et se dire, putain, il nous faut un directeur de la transformation. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pas tabou et ça viendra quand ça sera le bon moment. Ok, non, mais très clair. Bon, parti pris, tu le disais. Un autre point que je vois qui pourrait, que ça apporte, enfin, dans les échanges qu'on a là, c'est la montée en puissance, en fait, des autres membres du CODIR dans une discussion tech commune. Parce que le problème, c'est que, bon, on peut avoir des comités de pilotage ou des CODIR où on va parler de ces sujets-là, mais en fait, c'est un sujet parmi les sujets. Alors que là, en fait, vous avez un meeting tech commun pour parler des enjeux tech là-dessus, quoi. Et bah, du coup, forcément, tout le monde monte en puissance. Oui, et puis alors en fait, t'as ça, t'as le meeting tech là, ce commun, enfin, avec donc bon, mais voilà, on est déjà sur des gens sensibilisés parce que c'est un peu
on va dire tous les power users ou en tout cas tous les grands clients des grosses briques fonctionnelles du système d'information. Et puis après, quand on en discute en comité de direction, où là, le cercle est un peu élargi à des gens qui font pas ça, bah, typiquement, si je veux pouvoir leur faire prendre une décision sur le TL, bah, je leur fais une petite note de préparatoire. Donc, j'ai fait un petit doc. Le doc, il fait 5 pages. Il y en a trois et demi qui sont de la pédagogie pour expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, illustrer avec deux, trois exemples de projets qui auraient pu être plus simples. Et puis à la fin, t'as une dernière page qui est un peu orientée ROI, prise de décision. Et donc, moi, mon objectif, c'est aussi ça, c'est aussi de dire, bah, comme à certains moments, on doit avoir des discussions assez poussées sur des choix marketing, à certains moments, on doit avoir des discussions sur de la stratégie commerciale, on doit avoir des discussions sur de la stratégie industrielle ou de la supply. À un moment, c'est pas interdit aussi à un comité de direction d'avoir une discussion sur de la techno et de rentrer un peu dans ce sujet-là pour bien comprendre. Et d'ailleurs, ça m'a permis de les rassurer parce que finalement, après, les questions, elles étaient très simples, hein. C'était si on met ça, est-ce que ça va avoir des impacts fonctionnels? Est-ce que ça peut perturber telle ou telle équipe? Ou ah, mais du coup, si on fait ça, est-ce qu'on peut toujours faire tel ou tel projet? Est-ce que ça nous oblige à revoir telle ou telle ambition? Finalement, je me suis pas fait vraiment challenger sur pourquoi tu as choisi tel outil ou tel outil ou tu vois, on a discuté aussi de tous les à côté que ce projet pourrait avoir et donc eux derrière ils sont préparés et donc ils savent aussi que ce truc-là il fait partie de ma liste de choses à faire et donc bah, derrière quand ils vont demander des choses j'ai pas une capacité infinie aussi à dérouler puisque je consacre des ressources là-dessus et on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais consacrer des ressources là-dessus. Ok, très clair. Ok, ben super. Bon, on arrive un peu à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des points qu'on n'a pas abordés, que tu penses qu'il pourrait être intéressant d'aborder par rapport ben, à l'histoire Fermob, à sa spécificité? Non, je pense que ce qui est intéressant aussi, moi je le vois hein, parce que bon, 5 ans de direction de la transformation. Moi toi dans les convictions que j'ai, c'est que cette direction, elle a pas vocation en fait à perdurer encore 10 ans ou 10 ans ou 15 ans quoi. C'est qu'à un moment, on commence à voir les premiers chefs de projet qui sont venus dans la direction de la transformation, bah, commencent à prendre d'autres jobs aussi dans l'entreprise. Et donc pour moi, c'est aussi une équipe qui va servir de lieu de passage pour faire monter en compétence des futurs managers opérationnels de l'entreprise. Et puis à un moment, bah, finalement, on va passer d'une équipe qui gère la transformation plutôt à un réseau. C'est-à-dire que maintenant, on commence aussi à voir des projets qu'on qualifie de projets de transformation, mais qui sont portés par des gens qui sont en dehors de l'équipe transformation. Et nous, on est juste là pour leur apporter du support dans la réalisation et l'exécution. Et donc, peut-être qu'à terme, cette direction, elle va se dissoudre et l'entreprise passera dans un stade où finalement les différents métiers sont capables de mener leur propre transfo. Et puis après, il faudra juste un fonctionnement continuer à avoir ce fonctionnement un peu collégial du réseau pour être sûr que ce que font les uns et les autres n'est pas trop orthogonal. Mais voilà, donc je trouve que c'est intéressant et on commence à s'approcher de ce moment où, enfin moi j'ai toujours dit que c'était plutôt un job à durée déterminée. Bon, elle n'est pas déterminée par avance, mais en tout cas c'est pas un job infini. Ok, super. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est un tremplin aussi en interne pour des gens qui vont pouvoir travailler dans des spécialisations, enfin, industrie, etc. Mais du coup, avoir une vision plus globale de l'entreprise et, comme tu dis, travailler en réseau. Après, qu'il y ait besoin d'un chef d'orchestre, enfin, une équipe chef d'orchestre pour faire en sorte que les choses puissent se coordonner, etc. C'est souvent, même quand on travaille en réseau, tu vois, tu prends l'open source, il y a quand même quelqu'un sur le repo qui accepte ou pas les merge requests. Et, et du coup, le réseau, tu vois, c'est l'open source, c'est un peu ça. C'est tout le monde c'est collaboratif, mais il y a quand même un dictateur au-dessus, quoi. Donc, qui dit oui ou non. Et non, mais c'est vrai aussi, tu vois. Donc, ça veut pas dire qu'on est plus dans le collaboratif, qu'à un moment donné, il n'y a pas non plus quelqu'un qui doit trancher ou faire en sorte de donner une direction. Sinon, c'est encore un autre niveau de collaboration qui est encore plus compliqué à gérer. Mais voilà.
Ah, mais voilà. Non, non, mais c'est jamais magique. À un moment, il y a toujours quand même une décision à prendre, un choix à faire, et il faut que quelqu'un assume cette responsabilité. Ouais, c'est clair. Un très bon livre gratuit qui se trouve sur Internet qui s'appelle La cathédrale et le bazar. C'est une histoire très pratico-pratique sur l'open source qui remonte sur comment on monte un projet open source. C'est quelqu'un qui a été inspiré par Linux et Torvald, et qui a fait un projet open source et qui explique tout ça. Et du coup, bah, la cathédrale, forcément, c'est sur ce côté, tout est bien réglé. On pensait faire du software de manière très carrée, à Linux qui arrive avec où tout le monde peut proposer l'initiative faire, mais il y a une personne qui choisit s'il prend l'initiative ou pas. Et c'est super intéressant. La cathédrale et le bazar, c'est une 10 pages gratos, très, très bien fait. Je crois que c'est sur Framasoft. Ah bah écoute, ok, bah j'ai regardé parce que je connais pas du tout enfin voilà, moi j'adore ce genre de petite histoire et c'est vrai que je lutte aussi sur voilà toutes ces pensées un peu simplificatrices qui voudraient dire, enfin tu vois, qui laisseraient croire aux gens que voilà, bah si on fait le truc en open source réseau, c'est chacun fait ce qu'il veut et il y a personne qui décide à la fin. Enfin tu vois, où c'est tous les trucs aussi contre lesquels je me bats de temps en temps là quand les gens viennent me parler d'agile et à la fin en fait ils viennent juste m'expliquer qu'en fait ils vont faire un projet sans planning. Je dis mais non en fait non, on arrête maintenant. Si vous voulez le faire, vous allez lire le manifeste agile, le machin, le truc, voilà, et vous faites le truc pour de vrai. Mais c'est pas, je pioche un concept un peu simple, un peu simple dans un coin qui est de dire, j'écris pas de spec et je fais pas de planning. Voilà. Donc, Ouais, c'est un peu plus compliqué, un peu plus nuancé quand même. bah, en tout cas, j'ai pas vu de projet réussir en prenant que ces concepts-là. On peut être open à des tests, mais globalement, ça le fait pas. Bon, super. Merci pour tout, Benjamin. C'était super intéressant. Merci de nous avoir expliqué un peu comment ça fonctionne interne avec, moi, ce que je dis, humilité, modestie, hein, dans le sens où c'est vraiment terre à terre et adapté à vos besoins, mais aussi inspirant dans le sens où il y a d'autres modèles qui peuvent émerger. Donc, si vous écoutez ce podcast, ne vous dites pas que sans DSI ça fonctionne. C'est pas ce qu'a dit Benjamin. Il faut écouter. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et effectivement, tu as utilisé les bons mots, c'est humilité, modestie, c'est des choses qu'on répète beaucoup chez Ferma, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui nous regardent en disant ah voilà, vous êtes une PME qui réussit, qui fait beaucoup de croissance et tout. Tout ce qu'on fait, ça marche dans notre contexte. Il n'y a pas de copyright, vous avez le droit de vous en inspirer et tout, mais on n'a pas une autre prétention que de dire que ça a marché chez nous. Je suis incapable de vous dire si ça marchera chez quelqu'un d'autre. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode, hein. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me taguant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.